Donc nous allons débuter la deuxième partie de cette soirée avec monsieur Jean-Marc Rodelet qui va continuer à nous passionner sur le sujet de cette soirée qui est le requin. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux et d'être restés si nombreux pour la deuxième partie. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier Shark Mission France d'avoir organisé une soirée sur la thématique des requins. C'est rare et c'est tout à votre honneur. Donc merci beaucoup pour eux et pour nous. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler dans cette deuxième partie de la façon dont l'homme perçoit le requin, dont le requin perçoit l'homme, et des différents types d'interactions qui peuvent exister ou qui peuvent se créer entre le requin et l'homme. Alors on va commencer tout de suite par une situation concrète. Voilà, je crois que tout le monde a vécu ce genre de situation. L'été, il fait chaud, c'est la deuxième moitié de l'après-midi, je pars, je vais nager, l'eau est très bonne, je fais pas attention, je vais un peu loin, et soudain, une pensée pointe le bout de son nez. Que se passerait-il si ceci arrivait? D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, je crois que tout le monde a pu vivre à un certain moment pendant l'été. Alors chez Shark School, on a fait une étude auprès de très nombreuses personnes et on a identifié 4 questions fondamentales que les gens se posent par rapport aux requins. Alors la première, c'est où et quand puis-je me baigner? Alors on entend, je ne peux pas me baigner au crépuscule, je ne peux pas aller dans les estuaires et compagnie. Il y a énormément d'autres situations temporelles ou de lieux qui sont intéressantes à connaître. Autre question, c'est que faire si un requin s'approche? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois, on verra peut-être tout à l'heure, est-ce que je dois frapper la surface de l'eau pour le faire partir ou crier? Que dois-je faire si un requin s'approche? Autre question, c'est quelle est l'intention du requin? Ok, il y a un requin qui s'approche, comment puis-je deviner quelle est son intention par rapport à moi? Et dernière question, comment puis-je le faire partir? Alors tout ça sont des questions qui arrivent parce que, comment dire, le requin a une perception extrêmement négative dans l'inconscient collectif occidental. Mais vous allez voir que ce genre de choses peut tout à fait arriver et tout le monde peut vivre ce genre de situation. C'est-à-dire une interaction tout à fait splendide. C'est pas avec un grand requin blanc, ici c'est avec un longimanus, mais ce sont des choses qu'on peut tout à fait vivre en retirer quelque chose d'absolument magique, comme le disait François tout à l'heure. Ce sont des situations qui sont grisantes et qui transforment une vie. Alors quand je parle aux gens de ce genre de situation et que je leur dis qu'on peut effectivement plonger, on peut approcher des requins, on peut également interagir avec eux et on peut aussi gérer des situations qui pourraient être potentiellement dangereuses, la première réaction que j'ai en retour, c'est le doute. Et pourquoi c'est le doute? Parce que simplement, le requin souffre d'une image complètement négative. Il a un gros problème d'image, cet animal. Premièrement, on pense qu'il est dangereux, on pense qu'il est agressif, on pense qu'il est stupide, et on pense également qu'il est imprévisible. Donc si j'essaye de prendre, ou si je prends ces quatre qualificatifs et que j'essaye de les résumer en un mot, le requin c'est quoi? Le requin c'est un monstre. Donc il faut savoir que le requin c'est, dans le règne animal, le super prédateur qui concentre le plus de haine et le plus de crainte de la part de l'homme. Alors c'est très intéressant de se focaliser sur la peur et de se dire, tiens, de regarder un peu comment l'homme réagit par rapport à quelque chose dont il a peur. Si l'enfant, lui, va avoir 2 possibilités ou 2 réactions classiques, c'est-à-dire soit il va pleurer, soit il va fuir, l'homme, lui, va avoir une réaction tout à fait différente. Soit
et ça, soit il va dénigrer en disant même pas peur, soit il va essayer, il va développer une haine par rapport à l'objet de sa peur, et la conséquence de cette haine va être la destruction. Alors, si on en veut pour preuve, si on veut des preuves, voilà quelques exemples qu'on peut trouver. Ici, c'est en Australie, c'est un requin qui a été pêché, et dont on est en train de le charcuter vivant. Voilà. Autre exemple, ceci a été tourné, c'est une photo que j'ai prise à Pensacola, en Floride. Il y a de nombreux tournois de pêche au requin. Ça, c'est un requin bulldog qui a été pêché. Donc, en quoi ça consiste, ces tournois? Bien, on est un certain nombre de pêcheurs, chacun a un dossard, et on part pendant la journée pour pêcher le requin, à gagner celui qui revient au port avec le requin le plus grand. Ça a pour conséquence plusieurs choses. Donc ça développe déjà un esprit de compétition. Donc si je vois que mon voisin a pêché un requin plus grand que le mien, ben, je vais jeter la carcasse à l'eau et je vais essayer d'en avoir un autre. Et ensuite, ben, à la fin de la journée, on regarde qui a la plus grosse prise. La personne qui a pêché le plus gros requin ben, va être considéré comme un héros, un surhomme. On prend le requin, on va le lisser et on va faire une belle photo. Suite à ça, on prend la carcasse et on la jette à la poubelle. Autre exemple, voilà, ça c'est un requin marteau à licorne. Vous voyez que on a ligaturé ses mâchoires pour éviter de se faire mal, et que le requin a été éventré parce qu'on essaye en plus de cautionner ce genre d'activité avec des étudiants en biologie par exemple qui attendent que les prises soient déchargées sur le quai pour faire des pseudo-autopsies, enlever toutes les entrailles, ce qui va permettre ensuite, quand on hisse le requin, d'éviter que toutes les entrailles ne terminent dans la gueule du requin et que le cliché soit mauvais. Donc voilà ce genre de situation. Une question à se poser, c'est est-ce que le requin est vraiment si dangereux qu'on veut nous faire qu'on veut le faire croire? Alors voilà une image qu'on vient de voir. Enfin, d'un grand requin blanc, vous voyez ici, c'est très comique. Il y a un petit malin qui est derrière. Qui dit que je n'ai pas été vu. Voilà, vous prenez le grand requin blanc et on regarde sa distribution. Comme le disait François tout à l'heure, effectivement, la distribution du grand requin blanc est mondiale. Maintenant, si je fais un zoom à des endroits dans lesquels on va en général pendant les vacances d'été, et qu'on prend le bassin méditerranéen, vous voyez tous les endroits où il y a des points rouges sont des endroits où ont été vus, où ont été pêchés des grands requins blancs. Alors, la première question qui me vient à l'esprit quand je vois ce genre de choses, c'est pourquoi, comment se fait-il qu'avec autant d'endroits dans la Méditerranée où l'on voit des grands requins blancs, comment expliquer qu'il n'y a pas plus d'accidents avec ces animaux? Mais tout ça vient du fait que donc on considère le grand requin blanc et les requins en général comme des monstres, je vous le disais. Maintenant, est-ce que les requins sont si dangereux que ça? Mais ils ne le sont pas vraiment. On verra tout à l'heure avec les statistiques que ce n'est vraiment pas le cas. Est-ce que ce sont des animaux qui sont agressifs? Comme le disait François tout à l'heure, les requins sont des animaux qui sont assez timides. Et donc, effectivement, quand on nage forcément avec des requins qui nous ont vus mais qui ne se font pas voir parce qu'ils sont timides et craintifs. Est-ce qu'ils sont stupides? Les requins ne sont pas stupides du tout. Ce sont des animaux qui ont une intelligence assez développée, une intelligence à court terme, à moyen terme, à long terme, et ils peuvent même apprendre par l'observation. Est-ce qu'ils sont imprévisibles? Ils ne le sont pas. Ils sont plutôt prévisibles lorsqu'on comprend leur comportement. Et donc, en fait, les requins ne souffriraient pas d'un problème d'image, tout simplement si la peur de ces animaux, qui est tout à fait injustifiée, était abordée de façon adéquate, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors si dans les prochains jours, dans les jours qui suivent, vous commencez à parler de la peur des requins, si vous voulez faire sortir un mot intelligent, la peur des requins s'appelle la sélachophobie. Il s'agit bien d'une phobie, donc d'une peur tout à fait irraisonnée. On le verra plus tard. Alors, il y a
un personnage que nous aimons beaucoup chez Charles qui s'appelle Bertrand Russell, qui est un prix Nobel de littérature, qui était un physicien, un mathématicien, et il a dit quelque chose qui nous plaît beaucoup, qui est, je vous laisse lire la phrase, je ne vais pas vous la lire, donc ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire que si vous observez un animal et que vous avez une idée préconçue sur son comportement, exemple, les requins sont agressifs, tout ce que vous pourrez observer de cet animal va venir alimenter et confirmer ce que vous pensiez auparavant. Donc si on regarde maintenant ce grand requin blanc, chacun de vous pourra y voir ce qu'il veut. Okay, on y projette énormément de choses, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il est agressif? À vous de juger. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est, mais la peur du requin, quand est-elle née? Ici, vous avez le tableau d'un accident qui s'est vraiment passé. C'est en 1749, dans le port de la Havane, à Cuba. C'est un jeune garçon de 14 ans qui a perdu la moitié de la jambe. Pardon. Donc on peut se poser la question quand la peur des requins est-elle née, mais on peut également se poser la question quand et où la peur des requins est-elle née. Et ça c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte quand on lit la littérature que la peur des requins, en fait, elle est née surtout dans l'inconscient culturel des civilisations occidentale. Alors c'est né entre le XVIe et le XVIIIe siècle, lorsque les grands explorateurs ont commencé à sillonner les océans, Bougainville, Cook, Wallis, Bering, mais il y a également les marchands d'esclaves qui portaient, transvasaient leur cargaison aux États-Unis, et évidemment quand il y avait des malades, quand il y avait des morts ou des personnes qui s'insurgeaient, on n'hésitait pas, on les jetait à l'eau. Et il y avait également les baleiniers qui à l'époque chassaient la baleine en chaloupe, donc les marins se mettaient dans des petites chaloupes, avaient des harpons, et évidemment rentraient en compétition avec les requins lorsqu'ils allaient chasser la baleine. Tout ça a créé un grand nombre d'histoires qui ont été évidemment qui sont devenues des légendes lorsqu'on revenait à terre, évidemment, et c'est comme ça que progressivement une image négative des requins s'est créée. Il est intéressant de voir que au niveau des civilisations du Pacifique, qui sont elles en contact permanent avec ces animaux, cette peur n'existe pas, en tout cas avant la christianisation. Après, ça a été autre chose. Mais dans les civilisations du Pacifique, les requins sont plutôt, ils sont plutôt déifiés. Soit ce sont des réincarnations d'ancêtres, comme c'est le cas notamment à Hawaï. Ce sont des dieux protecteurs, ce sont des animaux qui ont des pouvoirs surnaturels. Quelquefois, ce sont des juges des comportements humains. Donc, lorsqu'il y avait des différends entre deux personnes, et puis on décidait de les mettre à l'eau avec des requins, et on voyait qui gagnait. Et quelquefois, ce sont également des sauveteurs. Et si vous voyez un enfant qui joue avec un requin, il n'y a aucun problème. Et je ne sais pas si vous avez lu ça l'année passée, il y a une personne qui était naufragée et qui doit sa vie à un requin qu'il a apparemment averti qu'un bateau passait, et il a pu être sauvé. Bon, tout ça est intéressant, mais il faut savoir aussi que les requins sont victimes d'une surpêche qui est absolument effroyable. On parle le chiffre officiel est de 73 millions de requins tués par an. La réalité est bien plus. On parle de 150 voire 200 millions de requins tués par an. Donc la disparition de ces superprédateurs de la surface des océans est quelque chose qui est une bombe écologique à retardement. Et si on ne fait rien, si on laisse faire, eh bien cette bombe écologique va exploser. Et elle va vraiment nous exploser à la figure, et on va être vraiment... d'abord les populations côtières vont en souffrir, mais ensuite tout le monde en souffrira également à l'intérieur des terres. Alors, pour essayer de changer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire?
des conférences comme ce soir, par exemple, il faut essayer de changer les mentalités. C'est impératif, mais c'est très difficile. Et pourquoi c'est très difficile? Mais parce que il y a une écrasante majorité d'informations qui sont ridicules et fausses. Et elles sont véhiculées par qui, ces informations? Mais par tous les médias, mais tout type de médias. Que ce soit la littérature, que ce soit les films, que ce soit les news. Vous avez Survivre aux requins, tiens, fait par qui? Discovery Channel. Intéressant. Vous avez ici Shark Attack. Alors regardez bien, on en parlera tout à l'heure. Le rouge du sang et le jaune. Vous verrez, on s'y attardera plus tard. Shark Attack a très bien fonctionné, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire Shark Attack 2, évidemment. Mais ici, on va mettre une jolie fille, c'est un leitmotiv. Ici, vous avez les eaux rouges. Vous avez, alors, oui, à partir du moment où on se dit, voilà, les eaux sont dangereuses, on reste sur la plage. Non, 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 attention. Au moment où vous pensez que vous étiez en sécurité sur la plage, mais non, les requins des sables arrivent. Alors d'autres, Shark Attack, ici, c'est l'attaque du requin à 2 têtes, et il rugit en plus, c'est fantastique. Vous avez 12 jours de terreur, vous avez... Quelqu'un d'entre vous a vu ça? Fantastique. Enfin... Il faut regarder par extrait, hein, parce que sinon c'est absolument intenable. Mais ici, par exemple, vous avez un grand requin blanc qui saute à 11 km de hauteur pour choper un 747 en plein vol. Mais ce n'est pas fini, parce que qu'est-ce qu'on a? Bon, on a parlé de Peur Bleue, oui, et je l'ai regardé, je vous jure, je l'ai regardé entièrement avant cette conférence. Ça a été très pénible, mais j'y suis arrivé. Donc, est-ce que quelqu'un connaît ça? Voilà, donc c'est une tornade qui se forme au-dessus de l'océan, qui aspire les requins volent dans la tornade, et donc qu'une idée, c'est de tomber sur les gens pour les dévorer. Fantastique. Mais c'est pas tout fait, c'est pas fini. Découvert hier, ça je l'ai découvert hier, donc maintenant il y a des requins qui nagent sous la neige, et qui évidemment sont friands de jeunes femmes sexy, ça va de soi. Et puisque c'est pas encore terminé, Sharknado a eu un succès planétaire, eh bien le 2 est en préparation. Voilà, donc vous voyez, mais bon, on en rigole, mais ceci dit, tout ça vient alimenter les réflexions qu'on peut se faire par rapport aux requins. Autre image, très sympa. Hein, c'est quand même fait par le National Geographic, ça me fait rire. Ceci dit, l'idée qu'il y a derrière n'est pas terrible. Hein. Et alors maintenant, je vais vous montrer ceci. Je vous demande de lire les sous-titres. Comprenez et retenez ce qui est dit sur ce... There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Alors, super bonne actrice. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. Regardez, je suppose que tout le monde a le film soit téléchargé sur Internet, soit en DVD, je suppose en DVD. Regardez ce moment où la fille est tirée vers le bas, elle descend en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une très bonne nageuse, et le but était que la fille soit prise, enfin, on simule que la fille soit prise dans les mâchoires et soit baladée de gauche à droite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont dit, mais comment on va faire ça? Et ils ont trouvé une idée géniale. Donc, il y aurait une équipe, la fille était attachée à 2 câbles. Une équipe devait tirer le câble à gauche et l'autre équipe devait tirer le câble à droite. Et la fille devait hurler et se faire transporter dans tous les sens. Le problème, c'est qu'au moment où il y a eu le signal, les 2 équipes ont tiré en même temps. Ce qui fait que vous voyez la fille qui fait tac-tac.
D'accord? On lui a cassé une côte, et elle a très mal, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle a vraiment peur, mais en fait elle a très très mal, et elle a vraiment peur. Enfin, bon voilà, ceci c'était l'anecdote. Maintenant, on en parlait, François en parlait tout à l'heure, sur l'importance que les Dents de la Mer ont eu sur l'inconscient collectif des gens. Je vous montre maintenant un extrait du journal télévisé de France 2 qui est passé il y a moins d'un mois. Écoutez. 3 mètres pour 220 kilos. Ce requin échoué sur une plage du Morbihan est un requin féroce. Une mâchoire impressionnante, un corps massif. Un animal rare classé dans la liste rouge des espèces mondiales menacées, qui vit en principe dans des eaux plus profondes et surtout plus chaudes. En 2012, un autre requin féroce, échoué vivant sur le littoral de la Manche, avait été remis à l'eau. 2 requins de cette espèce en une seule année, dans des eaux considérées comme froides, interpellent les scientifiques. Vous avez entendu la musique derrière? Des Dents de la Mer, d'office. On parle d'attaque de requins. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a 2 jours, non, il y a 3 jours, un pêcheur, un plongeur s'est fait soi-disant attaqué par un grand requin blanc. Voilà ce que véhiculent comme image les médias australiens. Donc ça date du 8 du 10, donc il y a quelques jours. Autre chose que vous pouvez lire dans des revues scientifiques, fantastique. La plus grande probabilité de se faire mordre par un requin, c'est le dimanche après-midi, en période de pleine lune, et si vous portez du noir. Donc si vous allez le samedi matin, il n'y a pas de problème. Si vous portez du jaune, fantastique. Mais en fait, il faut tenir compte des cadrans lunaires. D'accord? Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les gens qui sont confrontés à ce genre d'informations ne peuvent se dire qu'une chose. Mais bon sang, je le lis, je le vois, les médias en parlent, forcément, ce qui est dit est vrai. Et ça a pour conséquence quoi? Ça veut dire, ça a pour conséquence qu'en général, il y a 2 types de peurs. La première, c'est une peur héréditaire, et la deuxième, c'est une peur apprise. Et la peur du requin est une peur apprise. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle peut être générée sans même avoir rencontré l'animal. Je vous mets au défi d'organiser une soirée, vous allez commencer à parler requins. S'il y a 10 convives, il y aura 10 avis experts sur les requins. Vous demandez de donner un avis sur la vache qui broute dans le pré à côté, personne ne pourra le faire. Mais sur les requins, vous avez plein d'experts. D'accord? Ça, c'est vraiment flagrant et typique de la peur qui peut se développer, de la connaissance qui peut se développer par rapport aux requins. Et une conclusion à faire déjà maintenant, c'est que la peur empêche de répondre correctement à la problématique des requins. Pour pouvoir connaître un animal, on ne peut pas le faire soit assis dans son fauteuil, soit assis derrière son pupitre dans son bureau. Ce n'est pas possible. Il faut rester, il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer l'animal et il faut expérimenter avec l'animal. Le problème, quand vous achetez des livres sur les requins, achetez-en 5, regardez les images, regardez ce qui est dit, c'est du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Il faut savoir cependant que 80% des soi-disant experts en requins ne plongent pas avec ces animaux. Je reviens à Coppelson, si j'ai des idées préconçues par rapport à cet animal, tout ce que je vais pouvoir lire ou observer par rapport à cet animal, je vais le reproduire. Et il va venir conforter les pensées que j'en ai. Donc, il est très important de pouvoir comprendre l'animal. Et pourquoi le comprendre? Tout simplement le comprendre pour pouvoir le protéger. Il est fondamental de protéger cet animal qui est indispensable à l'écosystème des océans. Mais on ne peut pas le faire si on en a peur. À partir du moment où on commence à le comprendre, on va commencer à développer de la fascination. Et quand on a la fascination pour un animal, alors la peur va s'estomper. Protéger, fascination, fascination, protéger. Alors, je fais une parenthèse, c'est ce qui me permet d'introduire la deuxième partie de la conférence. Char School est une école qui est orientée, vous allez le voir, sur plusieurs axes, sur 3 axes. Nous donnons des cours d'interaction
dans le monde entier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons principalement, nous analysons et reconstruisons les scénarios d'accident. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous luttons contre les fausses hypothèses et les fausses informations, ce qui ne vaut pas beaucoup de sympathie de certaines personnes, mais peu importe, nous travaillons pour les requins. Et troisième chose, nous interagissons avec les requins et développons un tas de théories et de pratiques qui vont vous permettre d'interagir avec ces animaux. Nous formons également les sauveteurs. Pourquoi? Parce que les sauveteurs, en général, réagissent de façon inappropriée par rapport à un accident qui s'est passé et créent très souvent des suraccidents. Il faut savoir comment réagir par rapport à une situation donnée et ce n'est pas évident. Donc on forme ces gens. On forme également ce genre de personnes-là qui sont des gens qui sont très durs, qui n'ont peur de rien, sauf d'une chose, les requins. Nous avons également développé ce qu'on appelle le réseau de victimes d'accidents de requins. Donc, toute personne qui subit un accident, qui est victime d'un accident avec un requin, peut nous contacter. Ce que nous faisons, c'est que nous lui expliquons le comment, du pourquoi de ce qui s'est passé, et ensuite on la met en contact avec ce qu'on appelle un mentor, quel que soit son endroit, sa localisation dans le monde, qui est une personne qui aura vécu le même genre de situation, et ça permet à ces gens de discuter ensemble et de dédramatiser les choses, ce qui arrive en général à un résultat de 99,999% de personnes qui deviennent des défendeurs des requins en disant ben voilà, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, ou j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, ce qui est souvent le cas, et ça nous permet également d'alimenter un grand nombre de recommandations sur la façon de se comporter avec les requins. Commençons d'abord alors par l'analyse et la reconstruction d'accidents. Pourquoi est-ce important? Mais c'est très important parce qu'il faut déterminer les motivations qui poussent une situation à devenir dangereuse et un requin à éventuellement mordre une personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? On voudrait le plus souvent possible observer l'animal lorsque ça se passe, mais bon, ça c'est très très rarement le cas. On analyse les blessures, donc nous faisons une analyse médico-légale des morsures, ce qui nous permet, donc ça c'est vraiment fait dans les règles de l'art, avec les techniques de la médecine médico-légale traditionnelle. Donc on analyse les blessures, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'enseignements, et on reconstitue les situations. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que ça nous permet de comprendre quels sont les déclencheurs d'une situation dangereuse, ça nous permet d'identifier ces situations dangereuses et ça permet également d'élaborer et tester des recommandations. Alors je vais vous montrer par exemple ici une recommandation qui a été faite aux Marines, c'est tiré du film Les Seigneurs de la Mer, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans lequel nous avons également participé. Je vous laisse lire les sous-titres. Shark and his relatives are long-established enemies of man. He is a wicked, unpredictable opponent. If sharks are in the area, you can repel them with sounds by striking the surface of the water with your cupped hand. Alors, on leur recommande également de crier dans l'eau et de prendre des papiers blancs, d'en faire des confettis et de les répartir autour d'eux. Maintenant, voilà, c'est ce qui était dit aux Marines à l'époque. Mais si on se balade un peu sur le net, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Taper du plat des mains sur l'eau et en criant. Faire du bruit en tapant des mains dans l'eau et en criant. On s'est dit oui, ok, d'accord, mais on va tester. Alors, on travaille, notre base scientifique est située aux Bahamas et on travaille principalement avec les requins bulldogs, les bull sharks, si vous les connaissez. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce sont des films scientifiques. Donc, on a une caméra à 360 degrés qui est mise sur une perche. Ça nous permet de la mettre soit sur le rivage, soit sur un bateau, et on teste. Donc là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ok, on va se mettre à l'eau, puisque nous sommes les propres Kobe, et je frappe sur la surface de l'eau. Voilà ce qui se passe. Paf, paf, paf. Hop là!
Et c'est pas fini, allez hop, 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 voilà. Donc vous voyez comment on peut faire croire aux gens un grand nombre de bêtises et les mettre dans des situations encore plus périlleuses. Donc voilà, je vous laisse encore regarder une fois. Il y en a un qui m'aime beaucoup, il va arriver, voilà, hop. Et vous voyez également la façon dont on en parlera plus tard, dont on le repousse. C'est très simple, vous verrez. Bon, tout ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet évidemment comme je le disais, d'élaborer des recommandations et de les publier, soit sur Seven, soit dans le Global Shark Attack File auquel nous participons, ou soit sur nos sites, sur le site de Shark School Europe par exemple. Alors d'autres tests, ici nous avons une charmante élève qui est venue faire son doctorat et nous lui avons demandé de tester une situation. Donc si vous avez un requin qui s'approche de vous par exemple et que vous êtes un nageur, la recommandation est arrêtez-vous, mettez-vous en position verticale, ne bougez surtout pas les jambes et essayez de vous maintenir à la surface simplement en faisant ce mouvement-là. Le requin ne comprend pas. D'abord, l'homme ne fait pas partie du référentiel du requin. Le requin ne sait pas ce qu'est un homme. Donc, il est déjà intrigué par l'objet qu'on représente, et ensuite par la position verticale. Rien de l'océan n'est vertical. Donc, s'il retrouve un objet qu'il ne connaît pas dans une position qu'il ne comprend pas, il va être intrigué, il va certainement observer, mais il ne va jamais essayer d'aller plus loin. Autre situation, ici vous avez un requin qui, vous le voyez ici, ça tarde un tout petit peu sur la palme d'un plongeur. Donc si ça devait vous arriver, donc ne bougez, si vous êtes plongeur et que vous avez un requin qui s'approche de vous, mettez-vous en position verticale, ne bougez pas les palmes. Pourquoi? Parce que les palmes sont des objets, des engins de propulsion. Le requin le voit, ça crée des turbulences qui l'attirent. S'il vient vers vos palmes, présentez-lui la palme, il va la mordiller, à ce moment-là, l'interaction s'arrêtera. C'est garanti. C'est ce que nous préconisons également pour les apnéistes. Les apnéistes qui remontent et qui seraient confrontés à un requin qui viendrait du bas vers le haut, vers leur palme, on leur présente la palme, le requin mord et puis s'en va. Bref, tout ça nous amène un tout petit peu à parler des accidents. Alors, le requin, je vous ai dit, il y en a entre 150 000 et 200 000, non, 150 millions et 200 millions de requins tués par an. Maintenant, regardons quel est l'impact des requins sur la population humaine. Voilà une étude. Ici, vous avez 10 ans d'accidents avec les requins. Okay, on voit que le pic est en 2000, où nous avons 96 accidents. Pardon, 96. Je viens de Bruxelles, vous l'avez probablement remarqué. Où nous avons 96 accidents. Attardons-nous sur 2012, et nous avons 93 accidents. Maintenant, on va regarder plus en détail ce qui se passe. Dans les accidents répertoriés en 2012, nous en avons 24 qui sont sans blessure, et nous en avons 56 sans gravité. Ça nous fait 80% des accidents qui sont sans gravité ou sans blessure. Si maintenant on s'attarde un tout petit peu sur les activités qui ont généré ces accidents, on voit, il y a le surf, il y a la jouer, nager, barboter, il y a le canoë, il y a la natation, il y a la plongée, il y a la pêche au harpon, il y a la pêche tout court, et divers, ce sont une catégorie tellement minime qu'on ne sait pas la classifier. Donc voilà, si on veut maintenant regarder plus en détail les activités qui sont les plus propices aux accidents avec les requins, aux interactions avec les requins, c'est le surf, forcément, c'est la natation, la pêche au harpon et la baignade. Alors maintenant, regardons un tout petit peu ce qui se passe dans cette magnifique ville. Vous le reconnaissez, ça c'est New York. Ok, si je regarde les statistiques à New York, il y a 1500 personnes qui sont mordues dans le métro de New York chaque année. Cela signifie que si vous allez à New York, vous avez 24 fois plus de probabilité de vous faire mordre par quelqu'un dans le métro que par un requin dans l'océan. Ok, ici,
François parlait des crocodiles, maintenant on parle au niveau statistique. En un an, les crocodiles ont tué autant de gens que les requins en un siècle. Les crocodiles sont une espèce qui sont protégées. Si j'écoute les news, si je regarde l'actualité, je l'entends, enfin, je n'ai aucune nouvelle de personnes qui sont faites mortes par un crocodile. Quand on parle requin, on en parle, enfin, c'est dans les médias tout de suite. Alors, une petite parenthèse sur la Réunion. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible en France. Vous vous souvenez ce que je vous parlais donc avec Coppelson et avec Les Dents de la Mer? Lorsqu'il y a eu les accidents en 2012, voilà ce qu'on pouvait lire sur des blogs de la Réunion. C'est Spielberg à la Réunion. Paf. D'accord? Si maintenant on regarde vraiment au niveau statistique, malgré l'atrocité de la chose, malgré la douleur des familles, des gens qui sont disparus, on parle quand même en 3 ans de 5 victimes. Maintenant, si on s'attarde vraiment sur les chiffres, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Si maintenant on regarde ce qui se passe, ce qui est dit sur le web, regardez un peu. On parle de série noire, série noire, série noire. D'accord? J'ai pris un article en août de cette année. On parle de 14 noyades ce week-end, 91 depuis le début du mois de juillet. Rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une série noire. Donc d'un côté, vous avez 5 personnes qui meurent en 3 ans et ça continue à faire l'actualité. D'un autre côté, vous avez énormément de personnes qui meurent par noyade en France. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je pose simplement la question, je vous livre ça, je livre ça à votre réflexion, mais je voudrais simplement dire que statistiquement les requins sont les superprédateurs qui occasionnent le plus petit nombre d'accidents sur la planète. Et il est clair que si on se dit que, si on regarde les chiffres du tourisme et l'augmentation, mais vraiment logarithmique, de la fréquentation des côtes, que ce soit par les nageurs, les baigneurs, les surfeurs, les plongeurs par an, eh bien, et qu'on compare ça au top prédateur des océans, la question est de se dire, mais normalement il devrait y avoir des milliers d'accidents. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Donc la question à se poser à ce moment-ci, c'est, mais pourquoi les requins, ce n'est pas pourquoi les requins mordent les humains, mais c'est pourquoi ne le font-ils pas plus souvent? Normalement, il devrait y avoir des centaines, des milliers d'accidents. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors ça nous pousse à analyser quelles sont les motivations pour lesquelles les requins peuvent mordre. Alors, il y en a 4. Il y a l'exploration, il y a le stress, il y a la compétition et la provocation. Alors, regardons d'abord l'exploration. Donc, comme le disait François tout à l'heure dans sa présentation, le requin, il n'a pas la parole, il n'a pas les bras, il ne sait rien toucher. Donc, une façon pour lui de comprendre un objet inconnu est d'aller le mordiller pour essayer de comprendre ou de goûter. Ici on a pris des photos d'un jeune requin blanc, le jeune requin blanc qui n'a pas encore les dents nécessaires pour pouvoir lacérer et couper. Ici, il essaye de prendre un appât, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de le pousser simplement vers sa mâchoire supérieure pour comprendre et goûter ce qu'est cet objet. Je vais vous montrer ici un exemple de ce qu'on appelle une exploration, ce qu'on appelle le bump. Ça, c'est un requin tigre à Tiger Beach en Floride. Voilà. Donc je vais cogner un objet pour comprendre ce qu'il est. Donc voilà, ça ce sont 2 types d'exploration. Le requin ne comprend pas ce qu'est un objet, il va aller investiguer. Okay. Autre motivation pour les morsures, c'est le stress. Alors regardons un peu, ça c'est un requin bulldog que nous avons filmé, enfin photographié et filmé à notre base scientifique aux Bahamas. Ce requin est en situation de stress. Pourquoi? Parce que
Ses voies d'échappatoire sont pour ainsi dire nulles. Je suis en face de lui, il ne peut pas s'échapper vers le haut, il ne peut pas s'échapper vers le bas, et il ne peut pas aller par là, parce que là c'est la plage. Donc, il a une seule voie d'échappatoire, c'est aller vers le large. Il est en situation de stress. Comment peut-on voir un requin, si un requin est en situation de stress? Par de nombreux éléments, mais un élément très caractéristique, c'est la bouche fermée. Le requin se met en apnée. Un requin qui est stressé a toujours la bouche fermée. Maintenant, je vais vous montrer le film. Regardez ce qui se passe. Donc, le requin va venir vers moi. Il est désorienté, il ne sait pas quoi faire, il va faire demi-tour, il va trouver un autre plongeur à la surface, il va être complètement paniqué, il va partir. La preuve que la morsure chez le requin, en cas de stress, est vraiment la dernière des solutions qu'il a. Voici, le requin bulldog arrive, je suis devant lui, paf, il retourne, hop, 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 je pars. Vous voyez ? Si le requin était vraiment cet animal agressif qu'on veut faire croire, il m'aurait soit mordu, ou soit il aurait mordu le plongeur que vous voyez à la surface. Ok, autre motivation, c'est la compétition. Le requin est un animal opportuniste. Dès qu'il y a à manger, il mange. La preuve, ici, vous avez 2 requins citrons, il y a de la nourriture, je fonce, zut, c'est toi qui l'as, tant pis. Qu'est-ce qui se passe si un requin rencontre cette situation? Il va être attiré par le bruit. Donc vous avez le pêcheur au harpon qui va harponner le poisson va libérer des hormones de stress, il va libérer probablement du sang, et il va faire énormément de bruit. Tout ça va attirer le requin qui va arriver, et qui va se voir qu'il est en compétition avec un autre objet qu'il ne connaît pas. Si moi je rentre chez moi et que je vois dans ma cuisine quelqu'un qui se sert dans mon frigo, je vais essayer d'aller récupérer mon assiette, d'accord? C'est exactement ce qui se passe avec les requins. Donc, une des recommandations qu'on donne aux pêcheurs de harpon, c'est pêcher, faites 1 ou 2 prises, et puis remontez sur votre bateau, changez de spot, sinon vous allez forcément avoir une rencontre avec un requin. Ici, alors, provocation, j'adore cette image-ci, vous allez voir. Donc, si vous partez un peu plus loin que l'Europe, vous avez un grand nombre de plongées adrénaline, d'accord? Ici, c'est une plongée adrénaline typique, donc soit on vous propose la gentille plongée avec les dauphins, soit on vous propose la plongée avec les requins. Ça consiste en quoi? On prend 10 plongeurs, on les met en rang d'oignon, et il y a une personne qui ne connaît absolument pas les requins, qui met une côte de maille, et il va commencer à nourrir les requins. Déjà, nourrir le requin à la main, c'est quelque chose qui ne se fait pas, parce que vous allez modifier, vous choisissez vous-même quel requin nourrir, et donc vous modifiez les ordres que les requins se donnent entre eux. Donc c'est vraiment pas malin. Et voilà ce qui peut arriver. Paf, boum. Ok? Quelqu'un de très malin. S'il y avait eu un journaliste sous l'eau, qu'est-ce qu'on aurait entendu? Un requin attaque un plongeur. Juste ou pas juste? Alors que là, c'est vraiment l'être humain qui commet une faute et qui ne connaît absolument pas la façon dont il faut nourrir un requin. Et voilà la conséquence. On va plus loin. Ici, on a des requins bulldog à Cuba. Aussi une plongée adrénaline. Et là, on laisse les gens, donc les gens qui ont payé, on les laisse nourrir les requins. Donc déjà, un requin bulldog, c'est pas tendre, enfin c'est assez massif en tout cas. Regardez bien le film, vous allez voir l'hésitation, c'est une femelle, l'hésitation du requin, donc qui hésite énormément à venir prendre la nourriture, et puis finalement, elle a envie de la prendre. Voilà ce qui se passe. Voilà, hop, j'hésite, non, je tourne, je fais demi-tour, non, c'est quand même atterrant, hein. Allez, j'y vais, la personne met sur le côté, ne lâche pas le morceau,
forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ch'tounk. Voilà. Vous avez peut-être mal pour la personne, mais c'est de la provocation pure et dure pour le requin. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, alors ici, vous avez autre type de provocation. Ça, c'est tourné lors d'une formation qu'on a fait en mer Rouge. Je vous assure que la personne qui a réalisé, qui est filmée ici, nous a entendu quand elle est revenue sur le bateau. Un requin, il ne faut jamais le toucher, sauf si vous en donnez la permission. Et donc vous devez le laisser venir à vous, et si il vous donne la permission, comme la fantastique séquence que François vous a montrée, si vous donne la permission, si vous accepte, à ce moment-là vous pouvez essayer de le toucher. Mais n'allez jamais vers un requin que vous ne connaissez pas et qui reste à distance. Ici, la personne a de la chance, elle va se trouver face à un longimanus qui est hyper cool, et vous allez voir. Donc il commence à s'approcher. Hop, là, déjà il est dérangé. Hop, dérangé par les bulles. Et voilà, voilà. Hop, j'ai payé, je veux toucher le requin. Le requin reste très calme. Il tourne. Il ne se laisse pas approcher, il reste à distance. Ah, il reste à distance, d'accord. Si tu restes à distance, mon gars, je vais te toucher. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est de la provocation pour un requin. D'accord? Si moi, je suis en rue et j'ai quelqu'un qui me tourne autour et qui veut me toucher, forcément, la première chose que je vais avoir envie de faire, c'est de le repousser. D'accord? Ok. Prenons un autre exemple. Vous connaissez cet exemple-là? Ce sont deux jeunes plongeurs qui étaient, je crois, c'est soit en Australie, je crois que c'est en Australie. Donc déjà, regardez l'ordinateur, ils vont à 50 mètres, et regardez ce qu'ils font. Ne le faites jamais, ça. Ok, rien. Bon, bah, vu que rien ne se passe, je vais filmer. On a encore descendu de 5 mètres, on est à 55 mètres de profondeur. Et puis tout à coup, vous avez vu? Alors, est-ce que le requin a mordu la personne? Absolument pas. Regardez au ralenti, il va aller toucher l'objet qui fait du bruit. Il n'est pas tout à fait sûr, il va retourner la tête pour être sûr. Là, il prend l'appareil photo, en fait, pouf, il colle dessus, il n'est pas tout à fait sûr, il regarde et puis il s'en va. On va le revoir encore au ralenti, encore plus, image par image. Paf! Il touche l'appareil photo, il n'est pas sûr, il se retourne et puis il part. Donc voilà, si ça, ce n'est pas de la provocation, vous me le dites. Hein. Donc s'il y avait eu un accident, on aurait encore dit que c'est un requin qui attaquait des plongeurs. Alors ça, c'est une pratique que vous ne devez jamais faire. Je sais que plusieurs personnes le font. On part avec une petite bouteille d'évian vide, on va sous l'eau, on la roule entre les mains, ça provoque des vibrations qui attirent le requin. Ne le faites jamais. D'accord, regardez ce qui s'est passé. Les deux jeunes, à mon avis, s'en souviendront longtemps. Alors, éliminer les fausses hypothèses. Alors, les fausses hypothèses. La première, dont tout le monde parle, le sang humain. Le requin ne connaît pas l'odeur du sang humain. Il est super excité par l'odeur du sang des poissons, par l'odeur des sangs des mammifères qu'il a pour habitude de chasser, mais le sang humain ne fait pas partie du référentiel des odeurs que connaît le requin. Donc, nous avons souvent des étudiantes
qui viennent suivre nos cours et qui nous disent « Écoutez, je suis indisposé aujourd'hui, je ne vais pas plonger ». Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on exploite cette image. Je ne sais pas si vous avez vu une des pubs pour Tampax, avec ces deux superbes filles qui sont sur une plage. Il y en a une qui utilise Tampax, l'autre pas. Elles vont se baigner. Celle qui n'utilise pas Tampax se fait happer évidemment par un grand requin blanc. J'ai pas mis l'image. Bon, il n'en est rien. Ok, on vous dit alors, oui, le requin peut sentir l'équivalent d'une goutte de sang dans une piscine olympique. Oui, mais le sang humain ne déclenchera aucune réaction de la part d'un requin. D'accord, quel qu'il soit. Alors, autre idée qui est véhiculée dans d'innombrables ouvrages sur les requins confondent les surfeurs avec des otaries. Alors, il faut savoir que les requins partagent l'océan avec ces otaries depuis des millions d'années. Ils savent exactement ce qu'est une otarie, à quoi ça ressemble, comment ça bouge, quels sons ça provoque. Ils savent exactement. Donc, lorsqu'on vous dit qu'un surfeur est confondu avec une otarie, il n'en est rien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, on dit qu'ils sont confondus avec des otaries lorsqu'il y a des accidents avec les grands blancs. Lorsqu'un grand blanc chasse une otarie, il a 50% de chance de rater son coup. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, c'est paru avant-hier, une séquence de photos qui ont été prises d'un grand blanc qui chasse une otarie, et on retrouve l'otarie qui est assis sur le nez du grand blanc. Bref, donc lorsqu'un requin blanc chasse une otarie, il va foncer dessus de toutes ses forces, de façon à l'étourdir, à l'immobiliser, et à pouvoir ensuite la manger tranquillement. S'il faisait ça, s'il confondait des surfeurs avec des otaries, vous imaginez bien qu'aucun surfeur ne reviendrait à la rive pour raconter son histoire. Donc, lorsque des grands requins blancs vont mordre soit des planches de surf et malencontreusement mordent un surfeur, ce sont souvent des morsures exploratoires. Elles sont très souvent superficielles, sinon les surfeurs ne reviendraient pas. Autre chose, le plus grand nombre de morsures de surfeurs est faite par des requins pointe noire et des requins tisserands. Ces requins ne chassent pas là où il y a des otaries. Donc comment voulez-vous qu'ils confondent des surfeurs avec des otaries? Voilà. Autre chose, je vous parlais du jaune. Alors, à un certain moment, la littérature disait le jaune, c'est vraiment l'équivalent du rouge. Le jaune pour les requins est l'équivalent du rouge pour les taureaux. C'est une couleur qui les excite et qui va pousser le requin en tout cas, qui va attirer le requin, qui va éventuellement le pousser à mordre. Il n'en est rien. Le jaune n'attire pas plus. Est une couleur qui n'attire pas plus le requin qu'une autre couleur. Ce qui attire le requin, c'est le contraste. C'est vraiment le contraste. Donc, quand je vous parlais, par exemple, des recommandations de prendre une feuille blanche et d'en faire des confettis et de les mettre autour de vous, ne le faites surtout pas. Pourquoi? Mais parce que le requin, lorsqu'il voit du blanc, associe le blanc à la chair d'un poisson blessé. Donc forcément, il va venir investiguer. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on donne nos cours, on oblige nos élèves à mettre des gants noirs, de façon à ce qu'il n'y ait pas une alternance bronzage blanc, bronzage blanc, bronzage blanc, ce qui pourrait attirer le requin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va changer, on va mettre de l'orange. Moi, je n'ai jamais vu ça va dissuader les requins. Je n'ai jamais vu un poisson clown géant qui ait attaqué un requin blanc. Mais bon, voilà, on a changé les couleurs. Mais donc, retenez que le jaune n'est pas une couleur, comme on appelait le yummy yellow, donc le jaune appétissant. C'est le contraste qui attire le requin, ce n'est pas la couleur. Alors, les requins sont stupides, ils ont un petit poids dans la tête. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui ont une intelligence assez développée. À court terme,
À long terme, ils apprennent en observant et on parvient à faire à certains requins qui sont en captivité des exercices qu'on parvient ou qu'on fait faire à des dauphins. D'accord? Donc les requins ne sont pas des animaux stupides. Alors aussi, je suis dans l'eau, qui n'a pas eu, en tout cas les plongeurs, envie de faire pipi dans sa combi. L'urine n'attire pas les requins, d'accord? Elle est composée d'éléments qui se retrouvent dans l'eau de mer, en grande partie en tout cas, donc l'urine n'attire pas les requins. Vous pouvez tranquillement vous libérer dans l'eau. Si vous êtes plongeur, c'est votre combi qui en pâtira. Si vous êtes nageur, c'est votre maillot, mais en tout cas, vous n'aurez aucune incidence sur un comportement de requin, quel qu'il soit. Alors, l'interaction avec les requins, troisième partie. L'interaction avec les requins est très, très importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on interagit avec les requins, eh bien, ça nous oblige à comprendre tous les aspects psychologiques et autres qui influencent à la fois le requin et à la fois l'homme. Et lorsqu'on les analyse, c'est fantastique parce qu'on resserre les liens entre l'animal et l'homme. Alors, lorsqu'on commence à étudier l'éthologie des requins, le comportement des requins, il y a on envoie et on reçoit des signaux, d'accord? Je vous parle, je vous envoie des signaux, vous les recevez, vous les interprétez, et vous réagissez en conséquence. C'est la même chose lorsque je suis sous l'eau avec un animal, je vais recevoir des signaux de sa part, et je vais lui en donner. Et chacun d'entre nous va les interpréter en fonction de ses craintes ou de ses connaissances. Alors c'est un domaine qui a été analysé pour des animaux terrestres. Ici vous avez un livre qui traite du comportement du loup et du chien. Si vous regardez les quatre images que vous voyez sur la couverture, vous savez plus ou moins identifier les sentiments qui y sont associés. On l'a fait également pour les grands mammifères africains. En Belgique, on a essayé, mais on n'y est pas encore arrivé. Hein. Tintin fait peur aux requins, aux poissons, pardon. On y travaille. Mais en tout cas, sachez qu'il est important de pouvoir comprendre et décoder le langage d'un animal pour arriver à ce genre de situation, une interaction pure avec ce grand super prédateur qu'est le requin. Lorsqu'on est dans l'eau, il faut savoir effectivement que le requin va influencer l'homme, ça c'est clair, mais l'homme va également influencer le requin. Et il y a quelque chose qui influence les deux, c'est l'environnement. L'environnement va influencer les deux, qu'il y ait du courant, qu'on soit dans une eau peu profonde où le requin a peu d'échappatoire. Il y a d'innombrables facteurs qui peuvent influencer le comportement de l'un et de l'autre. Et on a, chez Share School, élaboré un protocole d'interaction avec les requins. Ça c'est l'anagramme, je ne vais pas m'y attarder ce soir parce que ça prendrait trop de temps, mais si je veux résumer les questions auxquelles il répond, c'est quelle est l'intention du requin, que nous dit son langage du corps, quels facteurs influencent la situation et quel comportement adopter si nécessaire. Prenons par exemple cette image. Vous êtes dans un récif, vous voyez un requin qui arrive comme ça. Que dois-je faire? Donc ici vous avez le requin est déjà stressé, vous voyez que sa bouche est fermée. Il n'a aucune échappatoire vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Juste. Donc le requin va être d'autant plus stressé. Donc c'est les facteurs qui influencent la situation, c'est l'environnement. Quel comportement adopter? Je m'arrête, je reste en flottabilité neutre et je lui cède le passage. Le requin va passer et vous allez le voir, tout se passe nickel. Ici, vous avez un requin renard. Très bel animal. Quelle est, à votre avis, l'intention du requin? Il est super cool. La bouche ouverte. Pourquoi est-il super cool? Ben, voilà. Que nous dit son langage du corps? Il bouge très doucement. Il n'y a aucun problème. Quel facteur influence la situation? Le seul facteur perturbant, c'est moi. On est dans le grand bleu, il peut s'échapper là où il veut, donc il n'a aucun problème.
quel comportement adopter si nécessaire, je m'arrête, je reste en flottabilité neutre, je le regarde et surtout, je ne vais pas vers lui. Autre situation, là c'est un peu différent. On a un requin qui est à l'aise, ok, vous voyez sa bouche est complètement ouverte, il arrive, cool, déquille-toi, je veux voir. Donc ça c'est ce que nous dit le langage du corps. Quel facteur influence la situation? Vous voyez qu'on se trouve en surface. On se trouve en surface, donc le requin a une échappatoire en moins. Donc il faut faire attention à ne pas le stresser. Quel comportement adopter? Comme d'habitude, vous mettez en position verticale, vous ne bougez pas, vous le laissez passer et il va pouvoir interagir avec vous si nécessaire. Également ici, ça c'est un de nos élèves qu'on a eu la chance de prendre en photo. Voilà, le requin est attiré par les champs électriques qui sont dans l'appareil photo. Il vient faire un bump, comme vous avez vu tout à l'heure, il vient explorer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement m'arrêter, rester en flottabilité neutre et laisser le requin explorer. Ici vous voyez que le plongeur a tendance à reculer, ce qu'il ne devrait pas faire. D'accord? Alors, ici, regardez un peu ce qui se passe. C'est mon collègue Eric Ritter et moi-même qui sommes en mer Rouge avec un Longimanus. Voilà, le requin essaie de faire quelque chose. Est-ce qu'il est agressif? Non. Bon, il n'a pas eu ce qu'il voulait, paf, il vient chez moi. Boum. En fait, qu'est-ce qui se passe là, à votre avis? Des suggestions? Des idées? Comment? Non, il ne vient pas essayer de se nourrir. En fait, le requin a des parasites sur le flanc et il vient essayer simplement de se frotter à nous pour les enlever. Voilà. Bon, toi tu ne me sers à rien. Ok, je vais chez l'autre. Elle arrive chez moi. Boum, même comportement chez moi. Autre chose, ici vous avez un requin-tigre. Alors, regardez le comportement du requin et regardez le moment où le requin part. Hop, s'il veut bien se lancer. Voilà. Il arrive, il explore. Très calme. Ch'toump. Vous avez vu? Regardez bien. 1, 2, 3. Paf! Comment faire partir un requin-tigre de 4 mètres? Tout simplement en poussant légèrement sur les branchies. Pourquoi? Parce que les requins s'attaquent entre eux. Ça c'est vrai. S'ils n'attaquent pas l'homme, ils s'attaquent entre eux. Et lorsqu'ils s'attaquent, ils visent systématiquement les branchies. Pourquoi? Parce que les branchies sont les poumons des requins. Et derrière les branchies se trouve le cœur. Donc ils savent que lorsqu'ils visent les branchies, en général, ils ont des bonnes chances de gagner. Si maintenant vous développez le même langage avec un requin qui s'approche de vous, il vous suffit, mais très légèrement, de pousser sur ses branchies pour le faire partir. C'est le cas ici. Et vous pouvez même éviter de le toucher en faisant ce mouvement-là et en envoyant une pression vers les branchies. Le requin va immédiatement les comprendre et va s'éloigner. Alors, ce qu'on a fait aussi dans l'interaction homme-requin, c'est qu'on a identifié les différents types d'approches qu'un requin peut avoir par rapport à une personne. Alors, il y en a d'innombrables. Il y a l'approche frontale, le patrouillage, enfin, je vous laisse lire. Ça, ce sont des modèles d'approche que le requin peut adopter lorsque vous êtes dans l'eau. Que vous soyez nageur, que vous soyez plongeur, que vous soyez apnéiste. Alors, regardons un peu, par exemple, prenons un exemple, prenons l'approche latérale. Lorsqu'un requin s'approche de vous, il essaye d'identifier ce que vous êtes, et il utilise ses sens, qui sont innombrables, enfin, qui sont nombreux en tout cas, pour essayer de se faire une image de ce que vous êtes. L'approche latérale est une de ces façons de comprendre ce qu'est un objet, et un homme en l'occurrence. Ça consiste en quoi? Ben voilà, le requin passe, donc il passe, il essaye avec sa ligne latérale et avec d'autres sens
de capter ce que vous êtes, il ne comprend pas, il se dit « j'ai pas compris », hop, il fait demi-tour et il augmente le temps de contact avec vous. Ça donne quoi dans la réalité? Mais ça donne ceci. Voilà, ça c'est un requin pointe noire, il arrive vers moi, hop, il n'a pas compris, pouf, il fait demi-tour, paf, il essaye de comprendre ce que je suis. Voilà, il n'y a rien d'agressif là-dedans, c'est juste une façon pour le requin d'essayer de comprendre ce que je suis. Il y a d'autres types d'approches, prenons ici l'approche par l'arrière. Alors, un requin qui vous approche par l'arrière n'est pas du tout un requin maléfique qui se dit ah, celui-là je vais l'avoir, je vais lui faire peur, ou je vais le choper. Non, pas du tout. Un requin, comme on le disait, est un animal qui est timide et craintif. Il a cette intelligence qui lui permet de faire la distinction entre l'arrière et l'avant d'une personne. D'accord? Donc, lorsqu'il vous approche par l'arrière, c'est simplement une façon prudente pour lui de mieux comprendre ce que vous êtes. Alors, ça donne quoi dans la réalité? Voilà, on utilise notre petite caméra. Voilà, vous voyez, la fille, elle sait très bien qu'il y a un requin. On lui dit reste, reste, reste. Le requin arrive. Il s'est approché tout près. Il a mieux compris, il s'en va. Ok? Tout simple. Là, il essaie de revenir, puis il dit non, je m'en vais. Ok, maintenant je vous disais qu'un requin est capable de faire la différence entre l'avant et l'arrière d'une personne. Si un requin sait qu'il est vu, il ne s'approchera pas. Ou en tout cas, il hésitera longuement avant de s'approcher. La preuve, voilà, le requin va arriver là en bas, vous voyez? Il sait qu'il est vu, il reste à distance. Donc, recommandation, si un requin s'approche de vous, ne le perdez jamais des yeux. Dès qu'il sait qu'il est vu, il va doubler ou redoubler de prudence. D'accord? Alors, on parle souvent de comportement d'intimidation. Il y a matière à de nombreuses discussions sur le sujet, mais c'est ce que je veux vous montrer par cette séquence-ci, c'est avant de stigmatiser un comportement de requin, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Regardez, normalement les gens associent ce comportement à un comportement agressif, mais il n'en est rien. Je vous montre. Paf! Voilà ce qui risque de vous arriver lors de nos cours. Un requin s'approche et tout à coup, paf! Qu'est-ce qui se passe? Hop, attendez, je reviens en arrière. Regardez, vous voyez ces petites pointes blanches là? En fait, c'est un rémora. Les rémoras adorent se balader. Bon, ils s'attachent aux requins, mais ils adorent se balader sur les requins. D'accord? Et quand il y en a plusieurs, ils luttent pour les meilleures places. Et ici, au moment où le requin s'approchait, ben, le rémora a bougé et est allé sur l'oreille du requin, ce qui l'a extrêmement perturbé, d'où sa réaction. Un peu bizarre, mais voilà. Donc on va peut-être le montrer, voilà. Le rémora bouge, paf. Et le requin, en fait, bouge de façon... Vous voyez qu'il y en a deux, en fait. Hop là, il essaye de le détacher. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de tout ce que je vous ai montré? La première chose, c'est que les requins sont des animaux qui sont de nature timide et prudente. Ça, c'est fondamental. La deuxième, c'est qu'ils ont un langage du corps qui est assez développé. Lorsqu'on l'étudie, qu'on le connaît, on est capable de le décoder, de pouvoir interagir avec le requin. Les intentions du requin, lorsqu'on connaît son langage, sont des intentions qui sont assez prévisibles. La peur qu'on a de ces animaux est une peur qui est sans fondement. Ce que je voudrais dire et qui choque en général les gens, c'est qu'il n'existe pas de requin dangereux en tant que tel, mais ce sont les situations que l'on crée qui sont dangereuses. Mais bien sûr, le requin reste un top prédateur. Lorsqu'on est face à un grand requin blanc, il faut redoubler de prudence. Mais le requin en tant que tel n'est pas un animal dangereux. Et tous les accidents qui ont lieu avec des requins, qu'ils soient bénins ou qu'ils soient plus graves, sont créés consciemment ou inconsciemment par l'homme ou par des tiers. Je vous donne un exemple.
la prochaine fois que vous allez lire un article sur un accident avec un requin, lisez vite les articles. Je vous donne... Allez, il y a une grande probabilité que vous allez entendre que des gens sont venus au secours de la victime, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut d'abord gérer le requin avant d'aller secourir la victime, ou qu'il y avait des pêcheurs dans les parages. Lorsque vous allez vous baigner à proximité de pêcheurs, forcément vous augmentez vos chances de rencontrer un requin. Donc, il est important de comprendre ce fait-là. Tous les accidents sont créés par les hommes, de façon consciente, inconsciente, ou par des tiers. Ceci dit, je vous ai montré des modèles d'interaction. Le requin reste, comme le dit la photo ici, un individu. Donc il ne faut pas se dire, tiens, je connais le comportement des requins, il va forcément se comporter comme ça. Il y a des requins comme nous qui peuvent être tout à fait mal lunés pour une raison ou une autre. Donc les requins restent des individus et doivent être considérés comme tels. Ils sont influencés individuellement par l'environnement et évidemment par notre présence. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que plongeur, amateur de requins, nageur, snorkeleur? Vous pouvez agir. Comment vous pouvez agir? Simplement en venant, par exemple, à des conférences comme celle-ci pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Vous devez en parler, parlez-en, n'hésitez pas à en parler dans votre entourage et à essayer de comprendre et d'analyser ce qui est dit. Documentez-vous, développez vos connaissances et soyez critique par rapport à ce que vous lisez. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai, c'est pas parce que c'est montré dans un documentaire que c'est vrai, c'est pas parce que c'est écrit dans un article scientifique que c'est vrai. Réagissez aux fausses informations qui sont véhiculées par les médias. Vous pouvez organiser des conférences, comme aujourd'hui, et vous pouvez également boycotter, ça, s'il vous plaît, faites-le, tout produit à base de requin. Si vous avez des problèmes d'articulation, n'achetez pas des produits à base de cartilage de requin, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Ça, c'est simplement pour Share School. Donc, nous organisons des cours d'interaction qui ont lieu souvent aux Bahamas. On organise des cours qui sont orientés espèces. Donc, on donne des cours sur le grand blanc, on donne des cours sur le tigre et sur d'autres espèces. On forme les sauveteurs. Souvent, on a des élèves qui viennent pour une première semaine d'interaction et ensuite suivie d'une autre avec le grand requin, avec le requin tigre. Il y aura un livre au premier trimestre, j'espère, 2014, qui sera un manuel d'interaction avec les requins. Et il y aura un manuel spécialisé pour la plongée en apnée et les requins qui sortira en 2014, si tout va bien. Je vous montre quelques photos d'interaction que vous pouvez avoir. Tout simple. Tout simple. Voilà, je vous disais que la disparition des requins est une bombe à retardement. Au cours de la présentation que je viens de vous faire, environ 17 500 requins ont été tués. Donc ça vous donne l'ampleur du carnage qui a lieu de façon permanente autour du globe. Vous connaissez les Indiens et leur rapport tout spécial à la nature et aux animaux. Et ça, c'est un grand chef indien qui est mort il n'y a pas longtemps et qui a dit quelque chose que nous aimons bien en tout cas. C'est si vous parlez aux animaux, eh bien, ils vous répondront et vous apprendrez à les connaître. Si vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez pas et vous en aurez peur. Avec quelles conséquences? Eh bien, on détruit ce dont on a peur. Donc je vous remercie pour les requins et je vous remercie d'avoir écouté ce que je veux à vous dire.